Chers amis, bonjour, bonsoir plutôt, vous êtes sur Paix et Guerre. Nous sommes le 30 avril 2025. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour une 69e mondoscopie. Je voulais aussi vous remercier, nous sommes presque 120 000 abonnés à cette chaîne. C'est beaucoup, mais ce n'est évidemment pas du tout assez. Donc encore une fois, si vous aimez ce que je vous explique, ce que j'essaie de partager avec vous chaque semaine et dans d'autres types d'émissions, n'hésitez pas à vous abonner, c'est tout simple, il suffit d'appuyer, il suffit après d'appuyer sur la petite cloche des notifications. N'hésitez pas à liker, à partager ces vidéos, n'hésitez pas à nous soutenir parce qu'on en a besoin via Vipi et via, si vous aimez, si vous voulez des contenus supplémentaires, via le cercle des amis Paix et Guerre. Les liens sont en description de cette vidéo. Je tenais aussi à vous dire que samedi, en fin de matinée, devrait sortir un nouvel entretien géopolitiquement incorrect. J'ai eu le plaisir de recevoir Régis Le Sommier, qu'on ne présente plus, mais avec lequel j'ai eu une conversation très intéressante, assez compacte, mais très intéressante, sur pas mal de sujets, et notamment celui des médias, de la désinformation, de la propagande et de ses moteurs. Donc ça, c'est pour samedi. Dans l'immédiat, ce soir, je vais aborder 3 points. Pour une fois n'est pas coutume, je ne vais pas commencer par vous parler d'Ukraine. Je vais commencer par vous parler de l'Inde et du Pakistan et de la montée des tensions actuelles après un incident au Cachemire. Deuxième point, ce sera l'Ukraine. Voilà, vous n'y couperez pas, parce qu'il se passe des choses, même si on a l'impression qu'on est dans un calme étonnant depuis quelques jours. Et troisième point, je reviendrai sur la dernière réunion des BRICS qui a eu lieu lundi et qui a donné lieu à un certain nombre de déclarations importantes, à mon avis, d'ailleurs, pour l'ensemble, enfin, sur un plan géopolitique assez global. Donc, premier point, Inde-Pakistan. Le 22 avril dernier, donc la semaine dernière, mardi dernier, dans la partie du Cachemire qui est administrée par l'Inde, il y a eu un groupe de gens qui sont sortis d'une forêt autour d'une ville qui s'appelle Pahalgam et qui ont tué un groupe de civils avec notamment aussi des touristes à la mitrailleuse, à la mitraillette. Selon les Indiens, il y a eu 27 morts et des dizaines de blessés. Et cet attentat a été revendiqué par un groupe qui s'appelle le TRF, enfin l'acronyme c'est TRF, c'est-à-dire le Front de la résistance du Cachemire. Bon. Et immédiatement, et c'est là que ça commence à mal se passer, au lieu de parler de ces terroristes, de partir à leur recherche, etc., l'Inde a immédiatement accusé très clairement le Pakistan d'être à l'origine de cette attaque, d'en être responsable, a commencé à expulser les diplomates pakistanais, à fermer la frontière terrestre, à annuler toutes les demandes de visa pour des citoyens pakistanais, à suspendre le traité sur les eaux de l'Indus qui permettent au Pakistan de bénéficier de l'eau qui vient de l'Inde, à déployer un certain nombre de mesures contre-terroristes, le long de la ligne de contrôle, en fait, dans la vallée du Cachemire. Le président Modi a réuni, bien sûr, son cabinet et une sorte de conseil de défense, a dit qu'il y aurait des représailles, et qu'il laissait latitude à ses officiers, en fait, à la partie militaire et service probablement indienne, de décider où, quand et comment. Bon, donc ça, c'est les faits. Le Pakistan, de son côté, a dit que toutes ces accusations étaient infondées, que ce n'était pas lui qui était à l'origine de cette attaque, que ça violait tous les accords bilatéraux et les résolutions des Nations Unies. Il a pris des mesures de réciprocité, expulsion de diplomates, suspension des visas, expulsion des conseillers militaires indiens. Il a mis ses forces armées en alerte. Il a fermé son espace aérien pour tous les avions indiens et il a complètement arrêté la coopération économique
Ils ont aussi dit que si, enfin le cabinet du Premier ministre Narendra Modi a fait un communiqué disant que si l'Inde suspendait, enfin coupait l'eau en fait au Pakistan, ou restreignait l'accès à l'eau du Pakistan, ce serait considéré comme une action de guerre, comme un acte de guerre, et que toutes les mesures nécessaires pourraient être prises en représailles. Bon, donc vous voyez, et alors le stock exchange pakistanais est tombé, évidemment. Bref, il y a vraiment une escalade en cours dans cette région du monde, dont on ne parle quasiment jamais, évidemment, ici, mais qui est quand même très importante dans le cadre de la bascule générale des forces, et notamment de la lutte entre la Russie, la Chine et les États-Unis pour récupérer ou du moins empêcher l'Inde de devenir trop captive de son appartenance aux BRICS et donc du bloc alternatif, si vous voulez. On voit bien que les États-Unis, depuis quelque temps, cherchent, alors de temps en temps par des pressions sur New Delhi, de temps en temps par des propositions, en essayant de tenter de proposer des accords, des coopérations, de l'argent, enfin bref. Les États-Unis sont très préoccupés, bien sûr, du fait que l'Inde finisse par s'aligner, bon an, mal an, quels que soient les différends, notamment la rivalité systémique qu'elle a aussi avec la Chine. Mais enfin, dans le cadre des BRICS, il y a un certain nombre de dynamiques que je vous ai déjà expliquées, qui sont des dynamiques d'intégration, qui sont des dynamiques de coopération globale. Et la Russie joue d'ailleurs les médiateurs entre la Chine et l'Inde. Et donc tout ça gêne et inquiète beaucoup les États-Unis. Donc les États-Unis cherchent à contrer, si vous voulez, cette évolution. Ils cherchent aussi, d'une manière plus générale, à réassurer leurs relations avec un certain nombre d'alliés, notamment en Asie, et au premier rang desquels les Japonais. Là aussi, on a affaire en ce moment, il y a des déclarations disant qu'il y aura bien un commandement au Japon commun entre les États-Unis et le Japon, commandement militaire. Tout ça est en train de se mettre en place maintenant assez clairement. Et ça se met aussi en place parce que comme Trump, c'est une petite digression sur le Japon, mais comme Trump a lancé sa guerre des tarifs, assez maladroitement certes, même si c'est pour une part pour de bonnes raisons, eh bien on a vu quand même les Japonais, les Chinois et les Sud-Coréens, je vous en ai déjà parlé je crois dans une ancienne mondoscopie récente, se parler et chercher des contre-mesures, chercher comment faire face à cette offensive américaine. Donc, les Américains cherchent à réassurer leur emprise, ce qui est assez logique. Et il faut savoir que cette attaque dont je vous parle est intervenue pendant la visite du vice-président américain à New Delhi avec sa famille, et visite durant laquelle J.D. Vance a expliqué aux Indiens qu'il fallait qu'ils achètent beaucoup plus d'armes américaines, évidemment. Bon, donc, voilà, on est dans ce contexte. Est-ce que à quoi joue l'Inde, si vous voulez? À quoi joue l'Inde après cette attaque? Est-ce qu'elle n'est pas en train de surréagir ou de chercher à exploiter cet événement? Sachant qu'il y a d'autres mouvements terroristes et séparatistes en Inde, sachant que le Cachemire est donc, il y a 3 zones en fait sous contrôle du Pakistan, de l'Inde et de la Chine, sachant que la Chine et le Pakistan coopèrent, sachant que donc les Américains qui étaient très très alliés au Pakistan, il faut se souvenir de ce qui s'est passé après le 11 septembre 2001, où le Pakistan est devenu un allié stratégique des États-Unis dans sa guerre contre la terreur, dite contre la terreur. Là, il y a un shift, ce qui inquiète beaucoup les Pakistanais, d'autant que, alors ce sont des puissances nucléaires, l'Inde et le Pakistan, mais évidemment l'Inde est infiniment plus puissante à tout point de vue que le Pakistan,
économiquement, militairement. Il faut savoir qu'au Cachemire, entre les forces de sécurité, les forces militaires et les forces de police, il y a à peu près 700 000 hommes, 700 000 Indiens, hein, dans le Cachemire, la partie du Cachemire contrôlée par l'Inde. Donc c'est un territoire surmilitarisé, ce qui veut dire que si une attaque intervient, c'est quand même un échec aussi politique pour le gouvernement et pour Narendra Modi, et que donc il peut avoir intérêt à vouloir réagir, si vous voulez, de manière forte. Donc on est dans une situation d'escalade, en fait, pour l'instant, et peut-être que Modi est en train, c'est d'ailleurs ce que les Pakistanais disent, ils disent que c'est un false flag et que ça va servir en fait à Narendra Modi à prendre des mesures radicales, des mesures qui démontrent sa bonne volonté vis-à-vis des États-Unis, mais aussi à resserrer son emprise interne et son emprise même régionale. Donc, montrer patte blanche vis-à-vis des États-Unis, ça peut être utile parce que ça peut apporter de l'assistance militaire notamment, puisqu'il y a ce shift américain du Pakistan vers l'Inde. Il faut le 24, donc l'incident a eu lieu le 22, le 24 il y a eu un avion de transport militaire américain qui est parti de Doha, qui est allé en Inde. Et évidemment, les Pakistanais expliquent que pour eux, tout ça c'est un plan américano-indien pour en fait gêner à travers le Pakistan, en faisant accuser le Pakistan et en déstabilisant le Pakistan, pour gêner la Chine, qui est son allié. Voilà. Donc, et enfin, il paraîtrait que le pouvoir au Pakistan, le pouvoir militaire au Pakistan est très lié à la Grande-Bretagne, et on sait toute l'amitié qui lie en ce moment la nouvelle administration américaine et Londres, qui sont en claire distance, puisque évidemment le pouvoir actuel à Londres est beaucoup plus proche de l'ancienne administration. Bref, tout ce ramdam, si vous voulez, indien sur... je ne dis pas que l'incident n'est pas grave et que ce n'est pas grave d'avoir tué 30 personnes et blessé des dizaines d'autres, et que, bien sûr, ce n'est pas du tout ça que je dis, c'est la manière dont ça peut être exploité et les incidences que ça peut avoir globalement sur la dynamique des BRICS, sur le rapport de force plus global entre la Chine et les États-Unis. C'est une manière, voilà, de porter la rivalité, si vous voulez, sur un front, un nouveau front, celui-là, pourquoi pas. Il y en a d'autres, hein, voilà, quand on regarde ce que versait USAID aux pays d'Asie centrale, on comprend bien que les États-Unis, c'est pas parce que Trump est arrivé au pouvoir, mais les États-Unis continuent à avoir une idée de déstabilisation, non seulement de la Russie dans l'espèce, quand je parle d'Asie centrale, mais là, via l'Inde et le Pakistan et leurs relations tumultueuses et compliquées, eh bien, c'est la Chine, en fait, qui est peut-être visée derrière tout ça. Je ne peux pas vous en dire plus à ce stade, mais ça va être très intéressant de voir comment va réagir l'Inde, comment vont réagir les États-Unis par rapport à l'Inde, sachant que l'Inde donc est ce membre des BRICS qui est gigantesque, qui a un potentiel gigantesque, qui est désormais plus peuplé que la Chine elle-même, et qui fait l'objet des convoitises de tout le monde, bien sûr. Donc, et puis qui fait partie de l'Organisation de coopération de Shanghai, voilà, qui donc est très intéressante pour son positionnement, je dirais, de non-alignement global, parce qu'elle cherche elle-même à tirer son épingle du jeu, si vous voulez, et à s'entendre ou à trouver des avantages avec chacun de ses grands partenaires rivaux. Voilà. Donc, en tout cas, la rivalité États-Unis-Chine, elle est multivectorielle, multisectorielle,
multirégional. Et c'est ça qui va être très intéressant à observer dans les mois à venir et déjà dans les médias. Bon. Chers amis, je profite de cet instant pour vous parler de NordVPN, qui est notre partenaire pour cette nouvelle année et qui sponsorise cette vidéo. Aujourd'hui, protéger ses données en ligne n'est plus une option, c'est une nécessité, vous le savez tous. Cyberattaques, phishing, tracker, les menaces sont partout et c'est là que NordVPN entre en jeu. C'est en fait un bouclier numérique ultra performant qui chiffre vos données, qui masque votre adresse IP et qui protège en fait votre connexion. Donc en un clic, vous êtes anonyme et complètement sécurisé. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus et c'est pour ça que NordVPN a développé une technologie avancée qui va au-delà du simple VPN et qui s'appelle Protection Anti-Menace Pro. Et la Protection Anti-Menace Pro, c'est une solution qui va en fait beaucoup plus loin. Vous êtes protégé en temps réel contre toutes les menaces en ligne les plus courantes. NordVPN bloque les sites malveillants avant même que vous ne cliquiez sur les URL dangereuses, détecte et supprime les fichiers infectés que vous téléchargez s'ils contiennent un virus, vous protège contre les logiciels espions et les rançongiciels, vous savez qui sont les menaces qui peuvent en fait bloquer l'accès à votre ordinateur carrément ou voler vos données. Vous avez aussi un blocage de tous les trackers et de toutes les publicités intrusives, ce qui rend la navigation quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide. Donc c'est vraiment l'ultime outil de protection de votre navigation en ligne. On a tendance à se dire que tout ça, c'est pour les autres, les cyberattaques, les vols de données, ça n'arrive qu'aux autres. Mais quand ça vous arrive, c'est quand même assez désagréable et compliqué de s'en sortir. Et donc, avec NordVPN et avec la protection anti-menace Pro, vous avez une solution toute simple, efficace, sans se compliquer la vie, pour naviguer complètement sereinement. Avec mon lien en description, en plus, vous avez 4 mois gratuits sur NordVPN. Et donc, je vous invite à découvrir ce service par mon lien qui est en description. Sachez qu'en faisant cela, évidemment, en plus, vous soutenez Paix et Guerre. Et de cela, je vous remercie beaucoup, d'ores et déjà. Alors, deuxième point, l'Ukraine. L'Ukraine, eh bien, nous sommes dans ce qui pourrait paraître un peu un œil du cyclone, puisqu'on n'a plus tellement de nouveautés, j'allais dire, en termes de négociations, en tout cas officielles. Et donc, on a l'impression, là, on est bientôt le 1er mai, donc on est bientôt le 9 mai, jour de la victoire qui sera célébré à Moscou dans la Grande Guerre patriotique, 80e anniversaire. Et donc, on est dans cette zone où on se demande s'il se passe toujours des choses, beaucoup de choses, un peu de choses, ou pas. Alors, ce qui est clair, c'est que du côté américain et du côté de Trump, là, je pense qu'il commence à comprendre que s'il veut arriver à quelque chose, il faut qu'il reste accroché aux faits et qu'il essaie de promouvoir une vision réaliste des enjeux, de ce qu'on peut espérer de la part de la Russie et de ce qu'il faut faire vis-à-vis de l'Ukraine. Donc, il a récemment dit dans une conférence de presse que c'était déjà une concession importante de la Russie que de ne pas d'accepter de renoncer à avancer beaucoup plus. Bon, est-ce que la Russie a renoncé à avancer beaucoup plus? Ça n'était pas dans son intention initiale, mais enfin, vu le temps que prennent ces pourparlers, n'est-ce pas? Vu la difficulté que les Américains, notamment la frange Kellogg et compagnie et Walls, ont à admettre un certain nombre d'évidences, c'est assez... je ne suis pas certaine, puisque la Russie se met en position de pouvoir continuer à avancer. Pas pour prendre toute l'Ukraine, encore une fois, mais avancer vers d'autres oblasts. Je vous en parlerai un peu plus tard. Ensuite, Trump a dit dans un article à The Atlantic, « En fait, je rends un immense service à l'Ukraine, je fais ce qu'il y a de mieux pour elle, elle devrait m'en savoir gré. » Elle doit plier pour survivre. Il n'a pas dit ça, mais c'est moi qui vous le dis, ça revient à ça. Et il dit « Je pense que je suis en train de sauver cette nation ukrainienne, car sinon, elle sera détruite très bientôt. La Russie est une immense machine de guerre, soyons réalistes. »
Mon Dieu, si on pouvait l'entendre dans les capitales européennes et à Bruxelles, ce serait formidable. L'ancien conseiller, désormais en rupture de banc, de Vladimir Poutine, Alexei Arestovitch, vous savez, celui qui avait dit en 2019, dans une interview qu'on peut trouver sur YouTube encore aujourd'hui, ben oui, nous allons faire, si nous voulons entrer dans l'OTAN, nous devons faire, c'est le marché, nous devons faire la guerre à la Russie, et cette guerre devrait commencer, on est en 2019 quand il parle, en 2021, 2022, ce sera une grande guerre, ce sera très dur, ce sera très douloureux, etc., mais c'est le prix à payer. Voilà. Donc c'est ce même Arestovitch qui, depuis plus d'1 an maintenant, je ne sais pas où il vit, ça m'étonnerait qu'il vive encore en Ukraine, fait des déclarations assez tonitruantes, mais à vrai dire extrêmement réalistes. Et sa dernière déclaration, c'est que si l'Ukraine n'acceptait pas que les 4 oblasts qu'avait partiellement conquis la Russie depuis 2022 soient considérés comme russes, bientôt ce serait 8. Voilà, donc c'est une manière de dire que chaque jour compte et qu'à force de ne rien vouloir jamais, eh bien on va finir par tout perdre. Voilà. Et je pense qu'il a raison. En tout cas, moi j'ai l'impression que la négociation directe entre les États-Unis et la Russie se poursuit, que la Russie n'a rien abandonné de ses exigences. Vous vous souvenez que la semaine dernière, le 17, à Paris, il y avait eu des grandes réunions, n'est-ce pas, où les envoyés américains Kellogg et Witkoff, donc les 2 lignes, avaient présenté aux Ukrainiens, mais aussi aux Anglais, aux Allemands, je crois, et bien sûr aux Français qui accueillaient leur plan de paix, le plan de paix américain. Puis l'envoyé spécial de Poutine est allé à Moscou le 25 avril pendant 3 heures à l'occasion d'un anniversaire symbolique, très symbolique, puisque c'est celui d'un moment finalement de convergence entre les États-Unis et l'Union soviétique d'alors. C'était l'anniversaire, le 25 avril 1945, de la rencontre entre les troupes soviétiques et les troupes américaines sur l'Elbe. Bon, il y a toujours... voilà, la partie symbole est toujours très importante côté russe et les Américains se sont prêtés au jeu. En tout cas, ce fameux plan présenté à Paris, il a été rejeté immédiatement par Zelensky. Vous savez que c'est un plan qui propose que l'Ukraine reconnaisse la Russie, qu'elle n'entre pas dans l'OTAN, mais on ne sait pas comment ce sera garanti, que l'Ukraine reconnaisse, non pas la Russie, la Crimée de jure comme étant russe, les 4 oblasts de facto, voilà, dans la partie qui est contrôlée, et c'est là-dessus que ça achoppe avec la Russie évidemment. Mais la Russie, elle a été beaucoup plus habile, donc Zelensky a tout de suite refusé le plan, les Européens n'en parlons pas, il ne faut pas faire pression sur l'Ukraine, il faut... voilà, on nage en pleine irréalité de toute façon du côté européen, mais bon, que faire? Les Russes, ils ont été habiles, ils ont dit bon, on n'est pas d'accord avec ce plan, mais c'est une base de discussion. On est évidemment contre la mise en place d'une coopération militaire européenne avec l'Ukraine. On est évidemment contre ce qu'avait aussi proposé le plan, le contrôle par les Américains de la centrale de Zaporojié. Bien sûr, la question des territoires. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord, mais ils n'ont pas refusé le plan. Ils ont dit on continue à discuter. Donc on voit bien que Trump voudrait pouvoir annoncer un accord. Il n'a pas pu le faire pour ces 100 jours là qui viennent d'être célébrés. Mais pour ça, il doit mettre clairement au pas Zelensky et les Européens. Alors, il a eu, et aussi bien sûr, sa frange de néoconservateurs maison, si j'ose dire, donc les Kellogg et compagnie. Et ils sont quand même toujours aussi virulents. Il y en a aussi quelques-uns au Congrès. Bon.
Et puis donc les Américains continuent à dire, mais nous, il nous faut d'abord un cessez-le-feu unilatéral, même de 30 jours, et des négociations directes entre Kiev et Moscou. Et là, évidemment, les Russes disent, oui, mais enfin, Zelensky n'est plus le président légal. Donc, d'abord, on sait très bien qu'il ne respecte jamais ce qu'il signe. Bon, il avait été élu sur un programme de paix, il s'est mis à faire la guerre au lendemain de son élection. Il change d'avis sans arrêt. Et deuxièmement, ce qu'il pourrait bien signer, même si c'était respecté, et même si autour de lui il n'y avait pas des franges qui ne lui obéissent déjà plus, et qui sont plus jusqu'au boutiste que lui, eh bien, ça n'aurait pas de légalité, en fait. Voilà, ça n'aurait pas de légalité. Donc ça pourrait être remis en cause par le président d'après. Bon. Donc il y a un vrai problème de fiabilité, si vous voulez, sur le fond, en fait, d'un accord, quel qu'il soit. Dans quelle mesure est-ce que la Russie peut être sûre que ce sera vraiment un accord gravé dans le marbre, aussi bien d'ailleurs vis-à-vis des Américains, c'est un vrai sujet. Donc mettre au pas Zelensky et les Européens, c'est très important pour Trump et il faut qu'il le fasse. Alors il a eu l'occasion de le faire, je pense, lors des obsèques du pape François, à Rome, où il a eu un petit entretien en tête-à-tête sur 2 petites chaises avec Zelensky, très court, de 15 minutes, où, à mon avis, je ne sais pas du tout ce qui s'est dit, évidemment, hein, je ne vais pas les faire parler, mais je pense qu'en toute logique, il a dû lui dire qu'il fallait qu'il arrête de tout empêcher, parce que sinon, il allait vraiment tout perdre. Bon, il y a peut-être d'autres choses qui ont été dites, mais voilà, notre président Emmanuel Macron a cherché à être présent à cette réunion, à y participer. Il a été très gentiment remercié en amont. Le président Trump est venu lui dire que bon, voilà, ce serait un entretien bilatéral entre lui et Zelensky. Il n'avait pas sa place là. Donc il y a eu l'histoire des chaises que Macron avait fait mettre, 3 chaises, et puis il y en a une qui a été gentiment placée contre le mur. Et finalement, ça s'est terminé par un tête-à-tête Zelensky-Trump. Bon, ça c'est pour la petite histoire, mais c'est assez révélateur de la totale disqualification, non seulement de l'Europe, mais malheureusement de notre pays, aux yeux du président américain dans cette affaire ukrainienne. Alors, ça n'a pas empêché la présidence française de faire des déclarations sur le thème oui, nous avons fait comprendre au président Trump qu'il fallait faire pression sur la Russie et pas seulement sur l'Ukraine, que c'était très important, etc., etc. Moi, je n'ai pas du tout l'impression qu'on arrive à faire quoi que ce soit, ni pression sur les États-Unis, ni pression sur la Russie, et pression sur l'Ukraine, on est d'accord avec eux, donc voilà, c'est pas vraiment une pression, on est d'accord avec eux pour continuer à faire la guerre. Donc c'est un vrai sujet grave, embêtant. Sujet, que dis-je? Mauvaise expression. C'est un thème, un vrai domaine dans lequel il faudrait faire des exemples. Bon, alors, il y a eu d'autres réactions récentes, celle notamment du vice-président du Conseil de sécurité russe et ancien président, Dmitri Medvedev, qui, lui, ne mâche pas ses mots. Il a un peu le rôle, vous savez, du méchant dans l'orchestre poutinien. Lui, il a carrément expliqué que les relations entre la Russie et l'Europe avaient dépassé le point de non-retour, si vous voulez, qu'il n'y avait vraiment plus personne avec qui parler, et d'ailleurs, il n'y avait plus rien à dire, a-t-il dit. Ça laisse rêveur, là encore, sur le degré de crédibilité des menaces que nous prétendons pouvoir, ou des pressions, ou de l'impact que nous prétendons pouvoir avoir sur la Russie. C'est à peu près zéro pointé, c'est comme si on n'existait pas, en fait. Medvedev a aussi d'ailleurs touché du doigt une évidence, c'est qu'il y a une fracture américaine et européenne entre les néo-mondialistes européens, qui sont toujours au pouvoir en Europe et qui veulent maintenir l'ancien cours des choses, et les États-Unis, qui, en leur sein,
ont cette fracture aussi entre les mondialistes, qui sont toujours là, et puis des forces plus conservatrices, plus traditionnalistes aussi, d'une certaine façon, qui veulent apaiser cette situation et passer enfin à autre chose. Voilà, alors je vous engage aussi d'ailleurs à écouter l'interview qu'a faite Anniva de Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, à l'écouter plutôt qu'à en lire, je ne sais pas si c'est la transcription exacte d'ailleurs, dans Le Point, parce que c'est bien plus intéressant en fait de voir Peskov en direct répondre à ces questions et dire voilà, un certain nombre aussi d'évidences sur pourquoi il y a eu cette guerre, à quoi sert l'Europe, quel est l'état en fait de la non-communication possible et aussi ce qu'il pense de l'attitude américaine. Et enfin, il y a eu Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui a donné une interview à CBS News, qui a répété que la Russie était prête à conclure un accord sur l'Ukraine, qu'il y avait encore quelques détails à clarifier, c'est un euphémisme, mais que les négociations avec les Américains se poursuivaient, que Trump comprenait la justesse du déroulement de la négociation, c'est-à-dire pourquoi ça devait se faire intelligemment et pas seulement avec des effets d'annonce qui seraient immédiatement cassés sur le terrain par des provocations ukrainiennes, qui a rappelé que la Russie frappe exclusivement des cibles militaires ou des objets ou des endroits utilisés par l'armée, y compris en mettant des boucliers humains. Il a dit que Trump était peut-être le seul dirigeant occidental qui comprenait l'essence de ce conflit et ses racines. Voilà, bref, tout ça, ça évolue en fait comme je l'avais un peu anticipé, enfin éclairé dans un certain nombre de mondoscopies depuis un certain temps. C'est qu'en fait, là, on est vraiment le choc entre le réel, les perceptions, les narratifs, et la nécessité, si vous voulez, de partir de choses concrètes pour arriver à un résultat constructif. Ce choc est de plus en plus violent, si vous voulez. Il y a eu des airbags, mais là, on est dans le choc. Donc, soit cette guerre continue parce que nous faisons tout pour qu'elle continue en Europe et parce que Trump laisse d'une certaine manière aussi faire, c'est-à-dire ne finit pas par finalement par remettre vraiment les Européens à leur place, c'est-à-dire par arrêter toute forme de soutien, par couper le renseignement aux forces ukrainiennes, par faire en sorte que s'arrêtent les opérations ukrainiennes, et que la Russie, donc, puisse accepter une forme de cessez-le-feu. Alors, ça reste à voir. Comment ? Je ne sais pas. Mais à mon avis, les Européens vont devoir se soumettre. Nous n'avons juste pas les moyens de notre discours belliqueux. Il y a une écrasante supériorité militaire, économique, politique, culturelle, je veux dire, américaine. C'est la cohérence qui nous manque. Voilà. Et aux États-Unis, elle est en train de se reconstruire et en Russie, elle est là depuis toujours. Donc, on peut continuer à s'auto-intoxiquer un peu à Paris, on peut essayer de mendier une petite place, un petit strapontin qui sera parfaitement artificiel dans un accord de paix, et peut-être que l'administration américaine aura l'habileté de nous le laisser, n'est-ce pas, contre un certain nombre de concessions. Mais il va falloir arriver à ce point. Et on voit d'ailleurs que ça commence à giter un peu dans les couloirs de Bruxelles et dans un certain nombre de chancelleries européennes, puisque même l'extraordinaire Ursula von der Leyen est contestée, parce qu'on se rend bien compte qu'elle aussi, elle fait un blocage terrible sur ce conflit, je ne parle même pas de Kaja Kallas, et elle empêche la paix, elle incarne le camp mondialiste, si vous voulez, qui est en panique et qui est en résistance totale.
contre l'évidence de ce qu'il faut arriver à faire, c'est-à-dire mettre une fin à ce conflit. Et on parle de sa démission. On commence à dire, enfin quand même, si elle démissionnait, ça débloquerait beaucoup de choses pour l'Europe, au bénéfice de l'Europe, vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Est et de l'Ouest. Donc peut-être que quand même, il faudrait songer à ouvrir un peu, non pas les chakras, mais à revenir en fait à ce qu'on peut faire. Et on peut faire des choses pour mettre un terme à ce conflit. Ça n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste débrancher l'actuel pouvoir de Kiev d'une manière ou d'une autre. Enfin, d'une manière ou d'une autre. Je n'appelle pas à la violence, hein, mais je veux dire, il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut avoir des interlocuteurs sérieux, légaux, légitimes, avec lesquels la Russie puisse traiter. Et surtout, il faut un accord russo-américain global. Voilà. Qui est à mon avis en train de se faire, puisque quand Witkoff va à Moscou, il parle aussi de l'Iran, et on sait qu'il y a des négociations entre les Américains et les Iraniens grâce aux Russes, avec une forme de médiation russe, et surtout avec des engagements que les États-Unis souhaitent voir prendre à la Russie, de prendre sous son contrôle la partie de l'uranium enrichi à plus de 20% des Iraniens, et aussi de faire en sorte qu'il y ait un régime d'inspection permanent, en fait, qui soit accepté par l'Iran. Voilà, pour ses installations, pour son programme nucléaire. Donc il y a tout ça qui est aussi en train de se discuter pendant qu'il parle d'Ukraine, il parle aussi de ça. Tout ça, bien sûr, allant de pair avec une levée des sanctions pour l'Iran, parce que sinon on ne voit pas très bien ce qu'ils auraient à gagner. Donc, voilà, je termine là-dessus. Si vous voulez, je reste quand même optimiste. Je ne sais pas si on va arriver à quelque chose avant le 9 mai. Ça me paraît improbable, mais je ne suis pas dans le secret, malheureusement, des négociations. Mais rien n'est vraiment impossible. Et si ça n'est pas à ce moment-là, eh bien, ça pourrait être après. Parce que si ça n'est pas ça, ça veut dire que les opérations russes vont continuer et vont s'étendre éventuellement vers d'autres oblasts. Je pense à Kharkov, il y en a plusieurs qui sont... il y en a 3 ou 4 autres, si vous voulez. C'est peut-être à ça d'ailleurs que pensait Arestovitch quand il a dit bientôt ce sera 8 oblasts. Il faut pas oublier que la Russie est en situation, en fait, de pouvoir aller beaucoup plus loin militairement si elle le souhaitait ou si elle l'estimait nécessaire pour la préservation de sa sécurité. Bon, alors, pendant ce temps, pendant que tout se passe là sur l'Ukraine, j'en viens à mon 3e point. Donc la Russie laisse la porte ouverte à des pourparlers avec Donald Trump, mais elle continue à s'occuper, à se préoccuper de la dynamique des BRICS et en fait de la mise en place d'un système alternatif, financier notamment, alternatif à celui qui est contrôlé encore par les États-Unis. Donc c'est une manière aussi d'ailleurs de contrôler la mauvaise volonté européenne, c'est évident. Donc on peut penser que tout ça est en lien. Tout ça est en lien. Il faut se souvenir que quand il y avait eu les premiers pourparlers russo-américains à Riyad, on avait parlé d'une éventuelle reprise du commerce d'engrais et agricoles pour la Russie en mer Noire, mais que cela nécessitait une reconnexion, une acceptation par les Européens de reconnecter la Russie à SWIFT, ce que ceux-ci avaient refusé, et donc c'est pour ça que tout ça est resté lettre morte. Donc il y a tout cet arrière-plan en fait économique et financier qui est fondamental pour tout le monde, pour les Américains, pour la Russie,
et qui fait aussi que le sort de l'Ukraine est à la fois important, nécessaire à trancher, mais aussi qu'il y a cet arrière-fond, toute cette dynamique, et que la Russie a beaucoup plus de cartes en main, évidemment, que l'Ukraine en cette matière vis-à-vis des États-Unis. Donc, les BRICS avancent et il y a eu un meeting à Pékin, pas que je raconte, Pékin, à Rio de Janeiro, lundi, là, une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays des BRICS. Bon. Et là, donc, il y avait le ministre russe qui a rappelé un certain nombre de choses sur les priorités stratégiques russes, tout simplement, à l'intérieur de ce bloc. Et là, bon, je vous en ai déjà parlé dans de précédentes mondoscopies il y a déjà quelques temps, mais enfin, ça vaut quand même la peine d'entendre de nouveau à quoi pense la Russie, à quoi travaille la Russie pendant qu'elle mène ces négociations avec les Américains sur la question européenne, ukrainienne, pendant qu'elle intervient au Moyen-Orient avec les Américains à propos de l'Iran. Voilà, il y a aussi tout ce qui se passe pour les BRICS et c'est évidemment très important. Donc, quelles sont les priorités stratégiques russes à l'intérieur du bloc des BRICS ? 1. Promouvoir un ordre multipolaire, un ordre mondial multipolaire. Donc ça, voilà, les BRICS, c'est la plateforme pour ça. C'est la plateforme donc pour défier, pour challenger la domination occidentale. Donc il a de nouveau critiqué les États-Unis pour leur exploitation en fait du commerce, leur instrumentalisation des questions commerciales comme moyen de coercition pour empêcher en fait l'émergence de nouveaux centres de pouvoir. Bon, c'est une évidence, c'est presque une lapalissade à ce stade, mais enfin, c'est bien de le répéter. Il a dit, Lavrov, que les BRICS représentaient une association où les principes de la coopération sur un pied d'égalité étaient mis en œuvre en fait de manière pratique, de manière quotidienne. Et que tout ça, c'était une alternative importante aux institutions dirigées par l'Occident. Deuxième objectif, la dédollarisation et la souveraineté financière. Donc, il a mis l'accent sur comment dirais-je, la prise de distance avec le dollar, évidemment. Il a noté qu'à peu près 65% du commerce russe avec les pays des BRICS était désormais fait en monnaie nationale. Donc il n'y a pas de monnaie commune encore, mais il y a des monnaies nationales. Et ils tradent entre eux en monnaie locale, si vous voulez. Il a mentionné les efforts actuels pour développer un système de paiement alternatif, des plateformes qui permettent de réduire la dépendance en fait à tous les systèmes genre SWIFT, dirigés par l'Occident. Troisième objectif, l'expansion du groupe des BRICS, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de ses membres. Donc il a évidemment dit que c'était un objectif, qu'ils avaient créé une nouvelle catégorie qui était pays partenaires, n'est-ce pas, qui permettait d'inclure des économies émergentes, mais qui s'alignaient, qui étaient en accord avec les valeurs portées par les BRICS. Ça, c'est très intéressant parce que ça leur permet d'agrandir considérablement leur cercle à des pays qui n'ont peut-être pas un niveau économique suffisant pour pouvoir prétendre, si vous voulez, à entrer dans le groupe des BRICS en tant que tel, mais qui finalement peuvent y entrer en étant des partenaires et donc en pouvant aussi avoir des financements de la part des pays membres, etc., etc. Donc ça, voilà, ils veulent en fait tisser une toile de partenariat très inclusif. Donc ça, c'est important et c'est quelque chose dont on devrait se préoccuper. Quatrième objectif stratégique russe au sein du bloc des BRICS, c'est la coopération économique et les initiatives de développement. Donc,
la Banque des BRICS, la Banque de développement des BRICS, qui a pour objectif de financer des infrastructures, de financer des projets de développement durable avec les pays membres. Et puis ensuite, oui, alors bon, bien sûr, les technologies, les services, l'innovation, etc. Tout ça, ils veulent développer ça à l'intérieur du groupe. Et puis, cinquièmement, là encore, c'est un point important, la réforme des institutions globales. Donc, ça, c'est ce qu'il dit chaque fois, c'est-à-dire que le système international tel qu'il existe n'est plus viable, n'est plus représentatif de l'ordre des puissances, en fait, de l'équilibre des puissances nouveau, et qu'il faut donc réformer les Nations Unies, réformer le Fonds monétaire international pour mieux refléter la réalité du paysage géopolitique mondial, voilà, tout simplement, et aussi les besoins des nations en développement. Bon, voilà. Ensuite, il est revenu sur un certain nombre de points, je ne vais pas tout vous raconter, et il est revenu sur les négociations de paix. Et il a dit que la Russie ne voit pas d'opportunité à ce stade, ne voit pas de possibilité en fait à ce stade pour qu'il y ait une véritable surveillance et une véritable observance en fait d'un cessez-le-feu de long terme, si vous voulez, qui soit honnête, qui soit sérieux, qui soit vérifiable, qui soit voilà. Il a expliqué que de toute façon l'Ukraine était bien connue pour toutes ses provocations et que la proposition de Vladimir Poutine d'une trêve de 3 jours, là, dans 10 jours en fait, hein, entre le 7 et le 9, pendant les célébrations du 9 mai, c'était déjà pas mal, hein, en fait, que Vladimir Poutine avait proposé aux autorités de ce qu'ils appellent la so-called Ukraine, hein, c'est-à-dire l'Ukraine ainsi qu'on l'appelle, puisque voilà, il y a un problème sur la définition de ce qu'est aujourd'hui l'Ukraine désormais, avec ses territoires amputés. Donc Vladimir Poutine avait proposé, malgré tout, au régime de Kiev des négociations sans préconditions. Et donc que cette trêve proposée de 3 jours faisait partie de ça, de cet effort russe. Que face à ça, pour l'instant, l'Ukraine et l'Europe continuaient, finalement voulaient un cessez-le-feu global. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine perd, tout simplement, sur le terrain. Voilà. Que les relations avec les États-Unis étaient faites dans l'esprit de bien comprendre l'équilibre des intérêts respectifs des deux parties, ça c'est très important pour les BRICS aussi, que les relations que la Russie se mettait de nouveau à développer avec les États-Unis ne seraient pas au préjudice de ses partenaires, et que de toute façon, ils seraient tous informés au fur et à mesure de l'évolution des négociations. Bon, voilà, c'est, si vous voulez, pour finir brièvement, normalement, pour revenir à l'Ukraine, normalement, cette semaine, Vitkov doit retourner en Russie. Bon. Du côté ukrainien, il n'y a rien de nouveau. Pour l'instant, ils n'évoluent pas et ils n'ont pas encore bien compris manifestement quel était leur intérêt le plus immédiat. Je ne parle même pas de celui de leur peuple. Donc, pourquoi Vitkov va-t-il à Moscou ? Alors, soit pour mettre la dernière main à une annonce tonitruante que j'espère, mais que je n'ai aucun point qui me permette de faire plus qu'espérer, si vous voulez, de donner du corps à mon espoir. En revanche, ils doivent certainement parler de l'Iran, parce que c'est aussi un très gros thème, sujet de travail pour Donald Trump, évidemment, notamment vis-à-vis d'Israël. Et puis, on va
On va voir comment ça va se passer sur le terrain, parce que si jamais, alors ils vont peut-être discuter des éventuelles concessions que pourrait faire la Russie sur le dossier ukrainien. Mais il faut que les États-Unis donnent quelque chose de véritablement rassurant et permanent. Et j'allais dire qui ne saute pas avec le prochain président américain, si vous voulez. S'ils ne tombaient pas d'accord, l'avance russe va se poursuivre, et elle va se poursuivre au-delà des 4 oblasts. Alors bien sûr, il y a des parties des 2 oblasts du sud, notamment, qui ne sont pas encore sous contrôle russe, Zaporojie et Kherson. Il y a d'ailleurs aussi un peu à Donetsk, il y a encore une partie de Donetsk qui n'est pas non plus sous contrôle russe. Mais les Russes peuvent avancer et sont en position d'avancer sur d'autres oblasts, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est ce qu'Arestovitch, le fameux conseiller, a évoqué, sans doute, sans les nommer. Vous avez Dniepropetrovsk, vous avez Kharkov, vous avez Soumy, vous avez Poltava. Bon. Et tout ça, c'est des oblasts, si vous voulez. C'est des régions. Moi, je nomme les villes principales, mais c'est des provinces, si vous voulez. Bon. Donc, si la Russie arrive là, en fait, elle contrôlera tout le territoire qui sera à l'est du Dniepr. Et que faudra-t-il espérer à ce moment-là? Est-ce que ces nouvelles conquêtes pourraient en fait servir d'objet de négociation, c'est-à-dire finalement on les rend à l'Ukraine, on garde nos 4 oblasts dans leurs frontières administratives puisqu'ils font déjà partie de la Fédération de Russie et que la Russie ne peut pas y renoncer, ou bien est-ce qu'on ne peut pas non plus renoncer au territoire capturé avec le sang des soldats russes, parce qu'il y a quand même aussi tout cela qu'on néglige totalement en Occident quand on pense à la Russie de Vladimir Poutine et aux sources de son pouvoir et de sa popularité et de sa légitimité. Mais c'est ça aussi, c'est le soin pris des forces combattantes russes qui donnent leur vie pour cette guerre, en fait, pour la préservation de la nation et de l'État russe. Donc ça, c'est un aspect très important qui n'est malheureusement pas assez traité, mais qui devrait l'être, en tout cas qui devrait être compris, parce que ça nous donnerait un peu plus d'intelligence de la situation au plan global, et partant peut-être quelques idées éventuellement pour avoir notre mot à dire dans ce qui va se passer pour l'Ukraine. Voilà, autrement que par la guerre et les morts. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous dis donc à samedi pour un nouvel entretien géopolitiquement incorrect et à mercredi prochain pour une nouvelle mondoscopie. Merci de votre attention. Voilà, likez, partagez, inscrivez-vous, soutenez-nous. Faites tout ce que vous pouvez faire pour Paix et Guerre. Merci, chers amis. Bonne soirée.